bien, bonsoir, chers amis. J'ai eu un petit décalage dans mon bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous, chers amis. Encore une fois, c'est la jeune équipe ce soir. Bon, c'est la jeune équipe, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Hein. On est proche des 40. T'as déjà 40 ou pas? Pardon? T'as déjà 40? 40, c'est loin. Hein. Non. Mais on se demande de quel côté. Ouais. On a Joy avec nous, ça va Joy? Ouais. Toute de bleu vêtue pour cette période hivernale. On est en plein hiver pour la période de diffusion. Et Thibaut, tu vas bien? Yes, très bien. Content de vous voir. Eh bien, c'est très bien. On est ravis d'être avec vous, vous le savez, on s'y retrouve, on parle de tout, on parle de rien. Enfin, on parle de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet, je crois pas, on l'avait abordé dans la saison 1, mais pas sur cet angle-là. On va aborder le sujet de la scolarité. Alors, effectivement, à juste titre, tu m'as dit, mais est-ce qu'on va parler de notre scolarité? Nous, ça peut être intéressant aussi. Parce que toi, tu n'as pas du tout vécu la même scolarité que moi, je pense, hein. Je sais pas, tu me diras. Bah ouais, on va en parler un peu. Mais c'est aussi, et c'est ce qui me semblait intéressant, c'est qu'on a tous ici des enfants. Et on va aborder la scolarité de nos enfants avec notre invité du jour. La tienne, Thibaut, elle a quel âge? 20 mois. Ah, justement, c'est ça qui va être sympa, c'est de voir comment tu te projettes dans la scolarité. Joy? La grande, elle a 5 ans. Et la petite, elle a 2 ans et demi, mais elle est rentrée. Et elle vient de faire sa rentrée. Et les tiens, ils ont quel âge? 14, 12, 10, 8. Et j'ai une bonne nouvelle. Ah Ben c'est... Ça y est. L'annonce devant les amis, devant tout le monde. Tu on n'aura plus. Pas du tout. Je n'y crois même pas. Ok, trop bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir retracer pas mal de scolarité. Notre invité, elle a en plus des enfants qui sont maintenant dans des hautes études. Donc ça va être super. On va parler de notre vision aussi de l'éducation, notre vision de la scolarité plutôt, je vais le dire comme ça, dans notre pays, école privée, pas privée, pourquoi, etc. Ça va pour vous? Ouais. Yes. Tu débordes de joie, t'es rayonnant. Hein. Tu trouves? Tu sais que des fois, j'aime bien, sais que des fois les gens ils regardent l'émission et ils disent Claude, il est content d'être avec vous ou t'es trop sérieux? Ça dépend des émissions, mais là aujourd'hui je me sens bien. Là ça va. Là. Voilà, vous voyez. Bon, alors détendu. Alors c'est très bien. On va commencer tout d'abord avec peut-être une première question. Comment avez-vous vécu votre scolarité? Thibaut. T'es allé jusqu'à où toi? J'ai eu un bac S et après j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses après, voilà. En même temps, en plus, et en même temps. T'avais bossé à Decathlon à un moment? Oui, alors pendant mes études, je bossais à Decathlon et après aussi. Oui, c'est ça. Comment je l'ai vécu? En tout cas, je regarde un très bon souvenir. Moi, j'aimais assez bien l'école. T'étais un bon élève? J'étais pas le meilleur, j'étais pas le pire. J'étais... Moyennasse. Entre 12 et 14, ça a toujours été mes notes entre 12 et 14. Ouais. Ouais, voilà. T'étais un... Sauf en première où c'était plus dur. C'était la chute. C'était la chute. La première, ça a été... Bah oui. On a révisé le bac allemand ensemble. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Joy? Alors toi, t'avais des facilités, vas-y, c'était comment toi? Moi, j'ai des bons souvenirs de ma scolarité. J'ai des souvenirs de déclics dans... C'est bizarre, en primaire, hein, de déclics dans certaines matières où tout d'un coup... Ouais. Ah ouais? Quoi? Vas-y, raconte-nous. L'orthographe. J'ai eu un déclic et après c'était... Moi, je n'ai jamais eu ce déclic. Ouais, je sais. Ah, t'as eu un déclic sur l'orthographe? Ouais, sur plusieurs petites choses. Non, moi, j'avoue que j'étais assez scolaire, en fait, donc le système me correspondait, on va dire. Bah, tu travaillais presque pas à la maison? Si, je travaillais, mais j'avais pas besoin de travailler beaucoup. Pardon. Sauf après en prépa. Alors après, t'es monté, vas-y, t'as fait quoi? C'est quoi ton parcours scolaire après, t'as fait? Après, j'ai fait une prépa éco, après mon bac ES, voilà. Et après, j'ai fait une école de commerce. Madame. Ouais. C'est celle qui allait le plus loin là. Oui, toi, je sais pas. Ouais. T'as fait quoi? Alors moi, une petite anecdote. Moi, j'ai fait je me suis arrêté en M1, Master 1, Travail social, politique sociale. Mais une anecdote, j'arrive du Cameroun, transition, j'arrive là à mon adolescence, premier cours de français, cette femme super bienveillante qui me motive et tout ça, voilà. Je pense que les profils, en tout cas, elle m'a marqué. Mais je vais au CDI, je vois des livres et des livres et des livres. Et j'en prends un, je viens dire à la dame, alors madame, il coûte combien? Elle me dit, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit que tu prennes ta carte, nanana. Et ça m'a
En fait, j'ai réalisé la chance que j'avais d'avoir tous ces livres, sincèrement. Et disons que l'école n'a pas été un problème pour moi, mais j'ai réalisé, venant d'Afrique, en tout cas venant de la situation dans laquelle je me trouvais, arriver ici dans un espace où tu avais les livres gratuits, la possibilité de réviser gratuit, les ordinateurs à disposition, j'ai saisi cette chance. Aujourd'hui, c'est difficile de le réaliser, le privilège que tu as, mais... En tout cas, moi, je l'ai réalisé comme ça, sincèrement. Ouais. Comment c'était la différence? Est-ce que c'était quoi un peu les différences entre l'éducation, l'école au Cameroun et l'école en Europe? Moi, j'ai déjà eu le premier cours prof de français. Cette dame qui vient me voir après, elle voit bien que je suis timide, que c'est la première fois que l'année précédente, j'étais en Afrique, quoi. Et elle vient me voir. Alors, vous appelez comment? Alors, comment est-ce que je peux vous aider? N'hésitez pas, je suis votre prof principal. S'il y a quelque chose, nanana. Et elle me parle pendant 10 minutes. Donc là, tu étais en quelle classe? Moi, j'étais en seconde. Okay, jusqu'au collège, tu étais au Cameroun. Voilà. Et j'arrive, et juste comme ça, juste un prof qui après... Prends le temps. Je me suis demandé, c'est quoi ça? Parce que nous, on avait des gens qui venaient et qui faisaient leur truc et qui partaient, quoi. Et voilà. Moi, j'ai toujours eu, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais de la bienveillance au niveau des professeurs, de l'attention. Et quand ils voyaient un jeune homme motivé, bon, ça, c'est une autre époque aussi, hein. On est dans les années 90, des professeurs engagés, quoi. Mais est-ce que au Cameroun, c'est comme ça aussi un peu le système scolaire? C'est comment? Alors, loin de taper sur le système camerounais avec des profs qui font ce qu'ils peuvent, mais sincèrement, je ne me rappelle pas d'avoir eu un échange avec... un prof? Avec un prof, juste un échange hors d'une communication, tu vois, mais quelqu'un qui me pose des questions, comment tu vas, comment tu as compris, je ne me rappelle pas. C'était vraiment les cours magistraux, quoi. C'était réellement, ils venaient, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire aussi, certains dans la bienveillance. Mais c'était l'adulte et à peine s'ils connaissent ton nom ou ton prénom. Ouais. Donc cette individualisation-là, pour moi, a été marquante. Intéressant. On reviendra sur l'individualisation, je pense, tout à l'heure. Ok, très bien. Moi, j'ai fait bac jusqu'au bac ES. Puis après, je suis tombé malade. Non, après, je suis parti en Angleterre. J'ai fait une année d'école biblique. Une année... Oui, c'est bon, laisse-moi des petits succès. Non, mais alors moi, j'ai jamais trop aimé l'école. J'ai jamais pris trop de plaisir à... Si, peut-être quelques matières, mais c'était pas... Moi, j'étais pareil, j'étais un invisible. Un invisible, et puis je n'étais pas le plus travailleur non plus. Donc, ça m'allait bien de m'arrêter au bac. Après, je partais pour faire éduc. Tu te rappelles que j'avais fait, Claude, tu bossais dans un foyer et j'avais fait un entretien et tu m'avais fait me préparer pour l'entretien. C'est vrai? Tu te rappelles? Oh là là, nice. Première faute incroyable, c'est que je suis arrivé pour aller bosser dans un foyer, tu vois, faire des études pour ensuite bosser dans un foyer en apprentissage. Je suis arrivé en costard-cravate. Ah ouais. Tu m'as regardé comme ça, je vois encore ton regard, tu m'as regardé comme ça, et c'était un costard, ça te va pas, tu vois, t'as 17, 18 ans, un vieux costard, un grand costard avec une cravate et tout ça, je paraissais vraiment pour un guignol pour aller bosser dans un foyer. Et ils m'ont dit non, t'es pas prêt. Donc voilà, au final, je suis parti en Angleterre, c'était mieux pour moi. Amen. Mais ouais, en fait, à vrai dire, tu sais que je préparais le concours de Sciences Po. Je préparais le concours à Strasbourg. Excellent. Mais quand j'ai vu qu'il fallait travailler, j'ai dit non, en fait, ça m'intéresse pas. Donc, ça t'aurait réussi. Ouais, je pense, ça me plaît bien là, maintenant, mais même, c'était pas. Et puis finalement, je suis bien là, ça me va bien comme ça. J'ai pas besoin de plus. Non, tu t'es rattrapé là. Quoi? Tu t'es rattrapé, je trouve. T'es mais érudit, tu lis, tu oui, mais je suis quand même pas scolaire. Curieux. Mais je suis pas scolaire, tu vois. J'ai pas cet esprit-là, moi, me mettre, faire des exercices, etc. Enfin voilà, on va avancer. Comment avez-vous, peut-être question, parce que ça va nous permettre de passer sur votre parentalité, quel a été quel type d'accompagnement vous avez eu de la part de vos proches? Je me suis noté, excessif, inexistant, etc. Moi, jamais personne m'a aidé à rien. On t'a jamais demandé, on t'a demandé des nouvelles? Je t'ai aidé en allemand, frère. J'ai eu 3 au bac.
Oh non. Je ne l'ai pas aidé en allemand. Voilà. Valait mieux se taire. Valait mieux se taire, sur ce coup-là. Non, honnêtement, après, je vivais seul avec ma mère. Ma mère avait ni le temps ni la capacité de m'accompagner. Donc, je dirais que je me suis beaucoup géré tout seul. Et je dois dire que autant certains profs ont été bienveillants, autant d'autres ne l'ont pas été du tout. Mais je pense j'ai eu le caractère pour rebondir et pour réussir à m'en sortir tout le temps. Mais c'est sûr que pas souvenir d'avoir été aidé. Joy. Ben nous, c'est-à-dire que le suivi n'était pas excessif. Voilà. Non, mais on était... Elle le dit très sobrement. On était 6. Ouais. On était à la file et je pense que maman, elle était plus dans la gestion logistique des choses. Papa, il n'était pas là, en fait, quand on rentrait de l'école pour les devoirs et tout ça, je pense. Ouais, je pense. Et il n'aurait pas eu la patience. Non. Voilà. Mais... et du coup, comme moi, je m'en sortais, voilà, il savait... Et J'étais un peu l'enfant sage, hein, donc ils savaient que j'allais faire mes devoirs. En tout cas, c'était pas derrière moi qu'ils étaient de trop. Par contre, quand j'avais des bons résultats et tout, ils nous félicitaient toujours. Ouais. Et ils étaient contents, fiers. Vos parents, ils venaient aux réunions parents-prof ? Ça existait toi encore au lycée ? C'était obligatoire. Il y avait un truc obligatoire. Ouais. Réunion. Non, pas réunion parents. Si, c'est ça. Ah, quand tu fais le tour des profs là. Ouais. Moi, ma mère, elle venait, mais comme moi, je savais manipuler et ma mère et les profs. Je m'arrangeais pour donner certaines infos, pour préparer ma mère à ce que le prof allait dire. Enfin, ouais, j'avoue que j'ai souvent arnaqué. Mais nous, ils venaient. Ouais, je crois. Maman venait, ouais. Ça vous a marqué? Ouais, bon. Et toi, tu avais encore des réunions parents-prof? Je sais pas. Il y avait ça au Cameroun? Non. Ouais, non, il y avait pas. Il me semble pas. Ok. Toi, pareil, ta mère, elle te suivait? Inexistant. Moi, je me rappelle, mais c'est avec beaucoup de recul, une petite anecdote. Hein. Je suis quelqu'un qui se lève tôt. Je n'ai pas de réveil. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais utilisé de réveil. Je n'en utilise pas. En ce moment, oui. En ce moment, sincèrement, oui. Je me cale au réveil de ma femme quand elle en met. Mais j'avais pas de réveil. Et le jour du bac, je me suis levé. J'ai même pas pensé à mettre. C'est en me parlant, c'est en discutant des années plus tard. En fait, il n'y a pas d'examen où je me suis dit mets ton réveil au cas où tu te loupes. Et je me rappelle le jour du bac, c'est pas ma mère qui m'aurait réveillé, quoi. Je me suis levé tôt, je me suis préparé, je suis allé au bac. Maman ne savait pas que c'était le jour du bac, voilà. Ah ouais. J'ai été aussi un peu autonome dans ma scolarité. Attends, mais t'as pas besoin de... Moi, c'est incroyable ça. T'as pas besoin de réveil. Ah oui, non, là, mon corps est maintenant calibré. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Je devais faire des concours pour rentrer dans une école de commerce directement après le bac. Et j'avais un concours un matin. Enfin, moi, j'avais plusieurs réveils. Aucun ne m'a réveillé. C'est l'inverse. Et je suis arrivé avec 1h30 de retard. Oh non. Et j'ai supplié qu'ils me laissent rentrer, faire quand même tout ça. Ils m'ont dit... normalement, on peut pas. Puis il dit, si, dans tous les cas, si vous réussissez le concours avec le peu de temps, ce sera déjà un miracle. Allez, je vous laisse rentrer. Et voilà. Et j'ai réussi. Wow. Voilà. C'est une classe comme... Mais c'était tellement cher l'école que je ne suis jamais allé. Donc. Mais alors, toi par contre, la question des... Moi, j'ai rien payé. Toi, la question des réveils, c'est insupportable avec toi. Une bourse. J'en ai passé des nuits dans la même chambre avec toi, c'est terrible. Hein. En Israël, mais il met 75 réveils. Il te réveille 3 heures avant. Il te réveille 3 heures avant parce qu'il sait que ça ne va pas le réveiller. Je lui dis, mais le plus près, je sais pas, fais quelque chose, mais me réveille pas 15 ans avant, quoi. Bon, dernière question, après on va avancer. Parce que là, on n'avance pas là. Non, mais alors là, c'est terrible, hein, franchement. Quelle est votre manière... Comment est-ce que vous vous projetez en tant que parent, justement? Parce que vous avez reçu des... je pense qu'on a reçu des suivis très peu existants. Oui, toi aussi, du coup. Ouais. Mais on n'était pas... Encore une fois, maintenant, j'ai l'impression que dans notre époque, c'est presque l'inverse, quoi. C'est dans le détail, tout de suite. Le petit, il commence à avoir ses premiers exercices. On est vraiment... je vois des parents, ils sont au taquet du taquet, quoi. Comment est-ce que vous projetez là-dedans? Et puis, on va faire comme ça, Claude. Tiens, avec ton dernier,
Joy avec celle qui vient de rentrer, la petite dernière, là, enfin, ça sera pour les deux. Et Thibaut, comment tu t'imagines rentrer dedans? Vas-y. Elisa a 8 ans, elle est en CE2 et on l'accompagne tous les soirs dans ses devoirs. Elle a des devoirs. Oui, elle en a quelque peu, mais voilà, les poésies, les lectures, les autodictées, toutes ces choses-là, voilà, on y est. Mais est-ce que tu es un parent très, comment je peux dire, au taquet? Qu'est-ce que tu vas faire en cours cette année? Quelles sont les choses que tu vas valider? Donc, est-ce que est-ce que tu fais souvent des débriefs avec elle ou c'est juste tu l'accompagnes, tu marches avec elle, quoi? Oui, je suis à côté. J'ai la grâce d'avoir des enfants qui sont quand même, qui sont cool avec l'école. J'ai envie de dire, c'est pas difficile, ils le vivent bien. Alors quand c'est compliqué, on est là, mais je suis pas, disons que j'ai pas une pression, une hantise de l'école. Ils l'ont pas non plus. Donc, c'est agréable, d'où la nécessité, on en parlera peut-être tout à l'heure, savoir où est-ce qu'on place nos enfants. Ouais, parce que dans un environnement où ils peuvent s'épanouir de manière globale, l'école pour eux n'est pas anxiogène. C'est ça. Du coup, nous les parents, on est à côté, on aide aux besoins. Ok. Joy? Alors moi, je pense pas que je suis une maman au taquet du taquet, mais elles sont en maternelle, hein. Alors, je suis plutôt du genre à me dire, elles sont petites, on les laisse grandir déjà. Je leur pose des questions, j'essaye de... Et comment tu te vois plus tard, tu vois? C'est plus ça? Alors plus tard, si, j'aimerais en tout cas pouvoir être là si elles ont besoin. Et toujours essayer un peu d'être dans l'échange, de savoir où elles en sont et tout. Et si elles ont des difficultés, fortement de les accompagner. Après, je pense pas être du genre à mettre trop la pression. Ouais. Tu vois? Ouais, cool. Essayer de les amener à faire le mieux qu'elles peuvent, parce que voilà, je vois déjà dans le caractère de l'une que, travailler, elle est en maternelle, elle me dit déjà, faut trop travailler à l'école. Ma chérie, c'est pas fini. Elle avait dit, j'en peux plus. Donc en fait, on voit déjà un peu dans les caractères que forcément, il faudra peut-être l'encourager à travailler, et on sera là pour ça, mais pas pour... j'espère pas être là pour mettre trop de pression, quoi. Ah, t'as des parents où c'est le cas, c'est vraiment réussite. Non, en tout cas qu'elles se forment au mieux pour faire un métier qui après les passionnera, quoi. Thibaut, comment tu t'imagines avec Moi, je sens en moi deux facettes. J'ai une première facette où je me dis, en fait, j'aimerais trop qu'elle soit hyper autonome comme moi je l'ai été, à se débrouiller et... parce que j'y vois une vraie plus-value et je dirais qu'il y a un côté comme ça. Et il y a un autre côté qui est assez naturel chez moi, où je suis très exigeant et très challengeant. Et je sais que je peux vite être... je peux être très challengeant, même pour ma fille. Surtout ta fille, non? C'est comme dit, il y a ces deux côtés-là, où il y a un côté où j'aime bien le côté de l'autonomiser le plus rapidement possible. Enfin, je suis très comme ça. Et il y a un côté où je pense que ma nature challengeuse peut vite revenir. On la protégera, t'inquiète pas. Après, je trouve qu'il y a le côté purement scolaire qui est une chose, mais il y a le côté sociabilisation dans la scolarité. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Avec ses camarades, tout ça. Et je trouve là, les accompagner, c'est important. Ouais. Dans le fait de ne pas tout le temps se comparer, vouloir faire pour qu'elles se trouvent vraiment elles-mêmes dans leur voie et dans... Ouais, non, mais déjà l'épanouissement d'identité dans 2-3 ans. Oui, mais je parle pas de maintenant, mais je veux dire, si je me projette, pour moi, ce sera aussi ça là-dedans. Mais mine de rien, enfin, moi je trouve que c'est pas tôt, parce que je vois l'influence que les autres enfants ont déjà sur ma fille. Et de voir finalement comment des fois dans un parc, les enfants se comportent avec ma fille, comment ils se comportent, l'exemple qu'ils sont, effectivement je me dis... Vous êtes passé de l'autre côté. Voilà, je ne sais pas, toi tu es de quel côté? Moi je suis toi aussi. Non, moi je suis j'ai tendance, mais on y reviendra après, mais tu vois, laisser les choses se faire. Mais quand les maîtresses me disent il faut qu'on prenne rendez-vous et qu'on m'identifie des trucs, que j'avais déjà peut-être identifié avec ma femme à la maison, tu vois. Alors là, on va insister dessus. Je vais pas. Mais moi, je suis du parent, par exemple. J'ai déjà dû le dire aux maîtresses. Pas cette année, mais j'ai déjà dû leur dire. Faites attention quand vous me faites un retour à moi
qu'il s'est mal passé un truc, il l'entend vraiment pour de vrai à la maison. Donc, faut pas me le dire 15 fois. Parce que c'est 15 fois où il l'entend vraiment pour de vrai. Je suis pas le parent qui excuse tout le temps l'enfant, qui est tout le temps, mais ça va aller, il faut laisser du temps. Non, au contraire, je suis tout le temps du côté plutôt des profs, tu vois, et à pousser le travail des profs. Mais après, c'est à double tranchant des fois. Moi, je trouve qu'on est passé dans une parentalité aujourd'hui. Alors, il y a une parentalité, si on peut appeler ça comme ça, qui a été avant... je mets un cadre dans lequel les enfants peuvent évoluer, alors qu'aujourd'hui, on nous demande très tôt de repérer les troubles, de faire attention de repérer ceci, de ça, d'être... C'est ça. Et on a des parents qui n'arrêtent pas maintenant l'épanouissement. Est-ce que ces relations avec... Non, je suis désolé, à la maternelle, et ils vont se tirer les cheveux, et c'est tout à fait normal. Ils vont se confisquer les gâteaux, s'arracher les gâteaux. Et rapidement, on est à mettre des points sur... Et puis, tu as des choses positives. Ah, d'accord, mais tu as des choses positives. Tu vois, moi, le mien, Adam, après, on va accueillir notre invité parce que c'est vraiment dans le cœur de ce qu'on veut faire avec elle. Mais dans le mien, Adam, quand il est arrivé à l'école, il n'avait pas encore de petits frères. Tous ses cousins, ils avaient déjà des frères et il se faisait vraiment marcher dessus, tu vois, en fête de famille. Ses cousins? Ouais, vraiment. Des noms. Moi, c'est des filles, donc c'est pas elle. Mais tu vois, la première fois où les maîtresses m'ont dit, écoute, il a tapé. Je suis un peu gêné de le dire. Il était content. La directrice, elle est juste derrière moi, c'est notre invité. Mais il a tapé. Je me suis dit, yes. Enfin. Il commence à avoir du répondant, tu vois. Parce que dans ce cadre-là, moi, j'ai trouvé ça... Ça l'a aidé à s'endurcir. C'était pas de ce genre de choses dont je parlais. Pour moi, forcément, à l'école, elle va se frotter à la vie et tout. C'est plus être attentive à... tu vois... elle va choisir le même sport que toutes les autres font. Alors, essayer de l'ouvrir à... Est-ce que tu veux pas découvrir autre chose, que je suive le move? Du coup, elle fait de la plongée sous-marine, la sienne? Non, elle fait comme toutes les autres. Parce que c'est plus même mon mari qui est comme ça que moi. C'est un âge où on va suivre l'identification avant de s'émanciper. On va avancer justement parce que c'est ce qui va nous intéresser. C'est pour ça que je lui ai dit laisse-la faire ce qu'elle a envie de faire. Ah, voilà. J'aimerais, mais il était dégoûté. Il était dégoûté. Il t'en a parlé? Ouais, c'est pas parce qu'elle fait comme toutes les autres, c'est parce que c'est un peu peut-être moins stylé peut-être, mais elle fait trop girly. Mais du coup, elle fait de la GRS. Voilà. Et tu vois, c'est vraiment le truc girly alors qu'elle est sportive en plus. On va accueillir notre chère invitée, Rachel Niaogué. Rachel, si tu veux bien venir, s'il te plaît, on est ravis de t'avoir avec nous. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Rachel. Tu es ravissante en violet, je te l'ai déjà dit avant, mais je le redis devant les caméras. Devant témoin, si. Devant témoin. Tu vas bien? Je vais bien. Tu nous as écouté un petit peu parler? Oui. Tu avais des trucs à dire? Ça va? Non, pas comme ça. Ça va. On va revenir dessus. Tu nous as psychanalysé. Parce que là, il y a déjà des sujets qui ont été évoqués que je trouve très intéressants. Mais avant ça, un petit point. Rachel, alors toi, tu as porté, entre autres, alors déjà, tu as des enfants qui sont en plus en hautes études. Tous maintenant, je crois. Non, pas tous. Non, le dernier, il est encore au Berlin. Ah oui, le dernier, il est encore au Berlin. Ah oui, c'est ça. Mais alors, en plus de ça, toi, tu as été dans la direction. Alors là, cette année, c'est une année de transition en plus pour la direction d'Oberlin. D'ailleurs, merci pour la merveilleuse directrice que tu as été pour cette école toutes ces années. Tu as vraiment développé aussi l'école Oberlin. Donc, l'école Oberlin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école qui se trouve au sein de l'église de la Porte Ouverte, dans les locaux. C'est pas que pour des enfants chrétiens, mais on les éduque aussi dans ces valeurs-là. Donc c'est une école privée, ça nous permettra de revenir dessus. Donc ma première question, Rachel, c'est pour toi, en tant que directrice d'école, quelle est ta vision de la scolarité? Ma vision de la scolarité. Alors, en fait, souvent, on focalise sur les compétences. On a l'impression que ce qui est important à l'école, c'est les compétences que l'enfant va acquérir en maths, en français, et c'est juste. Mais on ne se rend pas compte, et c'est Claude Gréder qui disait souvent l'enseignant, il ne laisse pas ses valeurs à la porte de la salle de classe. Il amène ses valeurs dans la salle de classe et il va transmettre ses valeurs par son comportement, par ses paroles, par les outils qu'ils utilisent, sa façon de faire. Et donc finalement, on se rend compte que l'école fait bien plus que simplement s'occuper des connaissances, des compétences. Et du coup, c'est à nous de réfléchir vraiment qu'est-ce qu'on veut comme école pour nos enfants.
Et c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est une école où Dieu puisse être au centre et on puisse transmettre des valeurs bibliques et où les enseignants puissent réfléchir, ceux qui le font, ils le font pourquoi et quels outils ils utilisent, quels comportements ils adoptent pour transmettre à l'enfant une vision biblique du monde, en fait. Parce que l'école donne des lunettes à l'enfant sur comment il va voir, comment il va lire le monde. Ouais. Et donc, pour moi, c'est important de se dire, on veut lui donner, nous, en tant que chrétiens, à nos enfants, on veut leur donner les bonnes lunettes, qui voient le monde avec les bonnes lunettes. Donc, pour toi, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que juste les compétences. Pour moi, il n'y a pas d'école neutre. Il n'y a pas de neutralité. Forcément, l'enseignant, il va venir et il va passer des messages, il va passer ses valeurs, il va passer sa vision. Et une vision du monde, c'est la réponse aux grandes questions, d'où on vient, qui on est, qu'est-ce que la vérité. En fait, l'enfant l'acquiert très très vite. À 6 ans, il a déjà intégré au fond de lui ses réponses, inconsciemment. Et du coup, pour moi, c'est très important de savoir jusqu'à 6 ans, enfin en tout cas, surtout en bas âge, qui on met en contact avec nos enfants, en fait. Ouais, de bien réfléchir à ça. C'est ce que tu as fait, je suppose, avec les tiens aussi ? Oui, les miens, ils ont tous fait une école chrétienne, ouais. Ok, ouais. Oui, qui n'était pas alors, parce qu'avant, vous habitiez pas sur Mulhouse. Voilà. Donc c'était plus sur Paris et tout ça ? Exactement. Moi, j'étais directrice déjà d'une école chrétienne à Paris. Et Yona, ma grande, qui a 22 ans aujourd'hui, a commencé l'école, la maternelle là-bas. Et elle a fait tout. Et quand on est arrivé ici, elle était à l'école Daniel jusqu'au bac. Ouais. Donc c'est elle qui a fait vraiment toute sa scolarité. La deuxième, elle est partie au lycée, dans le public. Et Emmanuel est parti aussi dans le lycée, en seconde, dans le lycée public. Mais sinon, ils ont fait toute leur scolarité dans le privé, hors contrat. Ok. Comment tu vois la... Alors, peut-être une spécificité dans l'école Oberlin aussi, c'est la méthode qui est employée, la méthode Montessori, surtout pour les plus petits. Oui, alors en fait, à l'école à Paris, pour moi, on était dans une école assez classique. Et c'est vrai que je suis venue en Alsace pour me former, pour comprendre les fondements. J'avais besoin de prendre une année à part, creuser les fondements de l'éducation, justement. Qu'est-ce qui fait la différence entre une école normale et une école chrétienne ? C'est quoi le fond ? Et j'ai réalisé que justement, c'est dans cette vision qu'on a, qui est l'enseignant, qui est l'élève, et quels outils on utilise. Et comment on fait pour respecter l'enfant ? C'est une chose de dire à l'enfant, tu es une créature merveilleuse, Dieu t'a créé, tu es unique, et tu as des dons, et en toi, il y a comment tu vas grandir, il y a les choses cachées, les chemins tout tracés qu'il a mis en nous. Et se dire comment je fais pour qu'à l'école, il puisse découvrir, il puisse être pris dans tout ce qu'il est, comment on peut faire place à la formation du caractère, puisque Dieu s'occupe de loin beaucoup plus de notre caractère que de nos compétences. Donc comment on fait pour intégrer ça à l'école, pour avoir une école justement qui va prendre tout ça en compte. Et c'est vrai que j'étais bouleversée, j'ai fait 1 an de formation théorique, et pour moi, après ça, je ne pouvais plus faire une école classique en fait. Parce que l'idée de me dire, justement, on dit à l'enfant, tu es unique et on respecte ton rythme parce que tu es merveilleux. Et puis se dire, là maintenant, j'évalue toute la classe au même moment, et après je mets un 12 à un enfant, mais pourquoi il n'a pas eu 20 quoi ? Qui a raté ? C'est moi en tant qu'enseignant parce qu'il n'a pas réussi à avoir 20 ou c'est lui ? Et s'il a eu que 12, qu'est-ce que lui il comprend ? Comment est-ce que j'arrive à lui faire comprendre que c'est juste une étape et puis tu vas pouvoir progresser et normalement tu devras avoir 20. On n'aime pas mettre des 20 en France, mais pour moi, pourquoi et du coup, de mon expérience dans un système classique, l'enfant il a 12, il s'en occupe plus, il passe à autre chose quoi. Il se dit le prochain sujet, j'aurai une meilleure note quoi. Mais ce sujet-là, ça veut dire qu'il l'a pas creusé à fond, il n'a pas été jusqu'au bout et il l'a pas vraiment assimilé. Il attend l'année prochaine, de toute façon on refera. Enfin voilà, il y a des tas de choses où je me dis c'est pas cohérent en tant que chrétien dans une vision biblique du monde. On peut pas, on n'est pas cohérent quoi, parce qu'on dit à l'enfant je te respecte, tu dois me respecter, mais finalement c'est besoin à lui de lui laisser le temps de bien tout comprendre et de donner le meilleur de lui-même, et on l'autorise pas. Donc finalement même ce qu'on lui dit n'a plus de sens en fait, ne suffit pas disons. Alors quels seraient pour toi les défis d'une bonne instruction justement dans le cadre d'une école? Je pense qu'une bonne instruction, c'est déjà une communauté éducative, c'est-à-dire que c'est pas juste l'école ne fait pas tout, c'est vraiment une communauté éducative, c'est-à-dire ce sont des parents,
des enseignants, l'Église, tous ensemble. Et pour l'enfant, ce qui est important, c'est une continuité des valeurs. Une continuité des valeurs, que les valeurs de la maison, ils puissent les retrouver à l'école, qu'ils les retrouvent à l'église. Et c'est ça qui va construire un enfant équilibré, solide, qui sait qui il est et qui va pas être dans un dualisme parce qu'à l'école, je suis ça et à la maison, je suis autre chose. Est-ce que tu n'as pas l'impression que là, beaucoup le penseraient ou le diraient, et je peux le comprendre, mais là, on les met dans une bulle? Si c'est la même chose. Chez nous, par exemple, c'est d'autant plus compliqué. C'est que papa, il travaille ici, moi, je vais à l'école ici, le dimanche, je suis au club ici, mon frère, il habite la maison sur le parking. Donc, tu vois, c'est souvent ce qu'on a reproché à l'école chrétienne, c'est de dire, mais est-ce que c'est pas un cocon, on les met à part, est-ce qu'ils vont être... Et pour moi, le bon exemple, c'est Oberlin. Parce que pour moi, ça dépend de la personne, de la vision de l'école, de la personne, de l'enseignant, qu'est-ce qu'il transmet. Et Oberlin, c'était quelqu'un de très, très ouvert. Il était dans une petite vallée perdue et il a présenté le monde entier à ses élèves. Et la preuve, c'est qu'il y a des élèves qui sont partis jusqu'au Japon. Et aujourd'hui, il y a une université Oberlin au Japon, aux États-Unis. Et donc, dans cette petite vallée où loin de tout, parce qu'il avait justement cette vision très large et que pour lui, c'était un monde à conquérir, dans sa salle de classe, déjà, il disait on ferme pas, on met pas les murs jusqu'en haut, on n'enferme pas des enfants. Donc, ça dépend vraiment de la vision, c'est de dire non, mais nous, on n'a pas peur de ce monde, c'est un monde à conquérir et on y va et on cherche et on trouve des réponses et on a le droit d'être intelligent parce que justement, Dieu nous a créés comme ça pour réfléchir et la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Moi, j'aime dire aux enfants, cherche, va voir, qu'est-ce que t'en penses et on parle de tout et on y va à fond. Donc, ça dépend. J'ai vu des parents qui avaient des enfants dans le public et qui pourtant étaient très... tu sentais que les enfants étaient très dans un cocon, en fait. Ça dépend aussi des parents. C'est vrai. Mais je crois qu'on peut être à l'église tous les jours et le dimanche aussi et à l'école chrétienne et puis avoir une vision très large. Préparer les enfants pour aller dans leur destinée, pour conquérir le monde sans problème, en fait. Ça dépend de la vision de l'enseignant et de l'école. Et on travaille beaucoup à ça, à l'école Oberlin, justement, de se dire, mais il faut qu'on soit bien formé, il faut qu'on sache qui sont les enseignants. Alors, on va venir tout à l'heure sur le rapport, tu as parlé des parents, donc le rapport, un peu ce qu'on a évoqué aussi, comment on voit l'évolution, je dirais, de l'enfant et de la vision qu'on a de l'enfant avec le temps, parce que je pense que on n'avait pas, même moi, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans le public, j'ai fait ma scolarité dans le public, mais c'était pas peut-être aussi individualiste, spécifique à chaque enfant que actuellement. Et l'école Oberlin, elle se concentre aussi particulièrement sur les petits, sur les plus petites classes aussi. L'enfant fait aussi à son rythme. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'autonomie. Maintenant, peut-être avant d'arriver sur ça, l'école, c'est quand même un endroit où on apprend des choses, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend des matières, et c'est je dirais, aussi le but de l'école, on est d'accord jusque-là. Hein. Mais alors justement, je voulais avoir ton avis en tant que directrice, mais quel est ton point de vue sur le niveau scolaire actuel en France ? On ne va pas parler du niveau scolaire d'Oberlin, parce que ça serait un sujet déjà, tu as ton avis en tant que directrice, mais le niveau scolaire actuel en France, qui est vraiment en déclin, quel est ton point de vue ? Mon point de vue, je ne sais pas trop, je n'ai pas le recul, mais en tout cas, ce que je peux lire des résultats, notamment de PISA, je me dis, oulala, on n'est pas bien en France, quoi. On a un système éducatif qui a très peu évolué, qui s'est pas du tout adapté. Et j'ai vu des systèmes plus anglophones ou des écoles britanniques à l'étranger, etc., où c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus... on dit toujours, quand ils sortent, ils sont beaucoup plus prêts à entreprendre. Nous, on a quand même un système qui stérilise un peu, je ne sais pas comment dire, mais... Et j'aurais pensé qu'encore nos résultats, ils n'étaient pas mauvais, mais en vrai, même nos résultats ne sont pas bons, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une prépa en maths, je me dis, j'aurais quand même un bon niveau en maths, mais en vrai, non. Les résultats, justement, de PISA montrent que les Chinois sont très bons, les Irlandais, enfin, il y a tout un tas de pays qui sont bien les Suédois, bien devant nous, quoi. Et on se dit, mais c'est triste, quoi. C'est dommage. Et je crois qu'on le voit aussi, même plus loin dans la recherche, enfin, il y a plein de domaines où on est complètement dépassé. On est à la traîne. Hein. Exactement. On a perdu beaucoup de place, particulièrement dans les mathématiques, en Europe.
Oui. Je ne sais plus combienième place on est, 9e ou 12e, quelque chose comme ça, mais on a perdu 4 ou 5 places en 1 ou 2 ans, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des pays de l'Est qui sont passés devant nous. Serbie. Ouais, Serbie? Je sais pas. Non, tu sors des trucs, non, ça m'étonnerait quand même la Serbie. Mais alors, pour toi, quelles sont les failles du système public? Mais je pense que le système, il a été fait à une époque pour une circonstance donnée, j'ai envie de dire, pour une société qui était industrielle, on avait un diplôme et on était sûr d'avoir du travail. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens, ils changent de métier 2-3 fois dans leur carrière. Donc, on a besoin de gens qui sachent s'adapter, qui soient créatifs, qui soient polyvalents. Ouais. Et aujourd'hui, notre système, il est resté complètement figé, en fait. Alors, est-ce que c'est parce qu'on dit souvent c'est le mammouth de l'éducation nationale et les pauvres ministres, ils essayent de changer, mais chaque ministre vient, rechange tout. Enfin, à force de loi. Et vraiment, moi j'ai des échos rien qu'en Suisse, notre formateur qui était donc enseignant spécialisé en Suisse, il me dit mais plus aucune classe en Suisse n'est classique, c'est-à-dire les enfants sont plus assis avec un enseignant devant à écouter quoi. Ils sont tous dans ce qu'on appelle la pédagogie active, sans être Montessori, mais pédagogie active. Donc, ils peuvent se déplacer, ils peuvent travailler par terre. Ils vont toutes les classes de l'école publique en Suisse. Et nous, aujourd'hui, on commence à parler de pédagogie active dans le public. Mais Mais pour ça, il faut avoir moins d'élèves dans les classes. Il faut avoir moins d'élèves. Plus de profs. Et du matériel. J'ai une question. Qu'est-ce qui fait que le système qu'on avait avant ou classique produisait des bons résultats et qu'aujourd'hui c'est plus le cas? Qu'est-ce qui fait qu'on devrait changer de système pour justement être meilleur? Mais je pense qu'on a des enfants qui sont déjà beaucoup plus éveillés, on a un accès à la connaissance qui est complètement différent, on a des technologies qui sont complètement différentes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, le défi c'est plus tellement de la connaissance, mais c'est qu'est-ce que tu en fais, comment tu analyses, comment tu gères, comment tu vois. Comment t'apprends, apprendre à apprendre, hein, on dit souvent, on n'est plus, on peut plus juste s'asseoir, écouter un professeur, quoi. Tu vois, c'est juste plus possible. J'ai envie de dire, c'est plus adapté. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin on a plein de nouveaux métiers, tout le temps, il y a des nouvelles choses, des nouvelles technologies, des nouveaux métiers. Il faut absolument que notre système se réforme. Aujourd'hui, tu te dis, mais l'enfant, il est seul à sa table, il doit apprendre à travailler seul. On lui dit surtout, tu ne regardes pas ce que font les autres, mais dans quel métier tu es seul? Dans quel métier tu travailles seul? Tu travailles toujours en équipe, tu as toujours besoin de relations. Comment tu veux, tu as fait ta scolarité jusqu'à 18 ans et on t'a dit surtout, tu fais tout seul, tu ne regardes pas les autres, tu ne copies pas, etc. Et puis tu débarques dans un monde du travail où tu es complètement dépassé, tu vois. Donc, Alors, c'est sûr qu'il y a une vague de métiers qui ont été créés, là, en quelques dizaines d'années, et ça va continuer avec l'IA et tout ça. C'est des métiers qui n'existent pas encore et qui, quand eux auront terminé leur scolarité, c'est eux qui devront être prêts à rentrer dedans, ça c'est juste. Moi, Est-ce que les programmes en soi, ils ont aussi changé? Les programmes, on a allégé au fur et à mesure. Oui, c'est ça. C'est que ça s'est allégé. C'est ça qui est étonnant aussi. On dit souvent que le bac de nos grands-parents et notre bac le faire, à nous... c'est ça. Les programmes ont... C'est dû à quoi? C'est parce que le gouvernement a baissé en exigence pour qu'il y ait plus de gens qui réussissent? Ou parce qu'ils estiment que justement l'accès à la connaissance est plus là et... Alors, j'en sais rien. Je n'ai pas toutes les réponses. Oui, si. Mais une directrice, forcément. Là. Quand même. Non, moi je dis souvent à mes élèves, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, on y va, on va apprendre ensemble. C'est chouette. Parce que je n'ai pas besoin de tout savoir, justement. C'est la force de ne pas être l'enseignant qui sait tout. Je refuse. Je suis avec mes élèves et on apprend ensemble et j'ai tous les jours plein de choses à découvrir avec eux. En tout cas, oui, je sais pas. Je sais qu'on parle pas mal de l'attention, de dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est à cause de tous les écrans, à cause de tout le visuel? On est dans une société qui a tellement axé sur le visuel que finalement, on ne sait plus rester attentif, on ne sait plus écouter. Il y a des études qui le montrent, que l'attention a nettement diminué, chuté.
Et Donc- lié au manque de sommeil également. Hein. Oui, certainement. Le repos, parce que les jeunes sont devant les écrans, ils se couchent plus tard, ils dorment moins, donc ils sont moins en forme en cours, ils se concentrent moins, etc. hein, c'est une cascade. Et après, c'est sûr que pour le gouvernement, ils ne pouvaient pas baisser leurs résultats au Taux de bac. réussite. Donc, ils ont adapté. Moi, Anna m'a fait, elle était en Finlande cette année, et c'était intéressant parce qu'elle a découvert un autre système où elle choisissait ses cours. Il y avait ce qu'on appelait un tronc commun de cours, mais c'est 2-3 cours à la semaine qu'elle devait faire, mais le reste du temps, donc elle s'est retrouvée à faire de la cuisine, elle s'est retrouvée à faire de l'art, elle s'est retrouvée à faire... Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, semaine après semaine, c'était vraiment des cours qu'elle choisissait dans cette dimension, dans cette part d'actif. Je suis actif, je suis curieux, je recherche. Et je participe à mon développement. Nous, ça arrive un peu tard parce qu'on arrive au bac et on nous demande de choisir. Mais nous, après des années où tu n'as pas eu le choix. Alors là, on sur se le retrouve à lycée, la ça a fac. changé maintenant. Hein. C'est vrai? Ouais, maintenant, ils peuvent choisir des modules en plus. C'est plus juste un bac ES ou un bac S. Désolé, c'est plus la même génération, mais ce que je trouvais aussi intéressant pour être en contre-courant aussi, et dire que moi, dans une autre vie, j'ai été éducateur dans des zones d'éducation prioritaire, où je trouvais aussi des classes avec une dimension active, où chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. J'ai vu des jeunes se lever, c'était très actif. Et avec un prof qui n'était pas capable de dire assieds-toi en fait. Ça, c'est pas... Donc, c'est pas j'ai envie de ça dire, ce modèle-là correspond aussi, quand il y a une dichotomie entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe au quartier, et l'école, ce modèle-là ne peut pas correspondre. On tient à quelque chose d'idéal, on idéalise des choses. Un jeune qui fait tout ce qu'il veut à la maison, il fait tout ce qu'il veut au quartier, il dort quand il veut, et il arrive à l'école, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Et l'éducation nationale, et aujourd'hui, malheureusement, les profs sont les seuls boucliers les pauvres. qui incarnent encore une forme d'autorité et qui disent, vous allez vous asseoir c'est juste. Et m'écouter pendant 1 heure quand ils y arrivent. Donc, on n'est plus dans ce... On est dans quoi comme génération aujourd'hui? Z. Z. Moi, je suis de la génération Y. Donc, la génération Z n'est plus la génération Y. Donc, la génération Z, Y, j'ai envie de dire, on s'asseyait. Et on écoutait. Alors, on était... Il y avait le respect du prof. Mais on était déjà un peu aussi... certains profs déjà avec nous, ils en ont vu. Hein. Ouais. Mais la génération Z aujourd'hui, j'ai envie de dire, eux, ils devraient revenir... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Hein, mais je me suis retrouvé dans des classes pleines où on me faisait venir en tant qu'éduc. Mais c'était des classes, 25 élèves, ils étaient tous collés. Je veux dire, c'est des classes de colle. Et mais non, c'est pas possible parce que le prof n'en peut plus. Du coup, il faut qu'il les envoie quelque part. En fait, le professeur, il ne peut pas faire sans l'autorité des parents. Il a une autorité déléguée. Et c'est vrai que là, on va toucher à la parentalité. C'est ça. Parce que tu peux pas, nous on le voit même dans notre petite école où on a quand même un public trié entre guillemets, etc. Mais on s'est rendu compte, s'il n'y a pas d'autorité à la maison, on n'a pas d'autorité à l'école, on a une autorité déléguée. Donc on ne peut pas aller plus loin c'est pour ça que je parlais de communauté éducative, de dire il faut que les parents, les enseignants, on soit d'accord. Et j'ai aimé quand Ben a dit, moi c'est la maîtresse dit, je vais dans le sens de la maîtresse. Mais d'où ma question, Rachel. Comment est-ce que ce modèle-là peut survivre à un système qui est beaucoup plus grand et qui ne correspond plus? Tu veux dire que tout est en train de péricliter. Oui, c'est-à-dire la famille, c'est tout. Les grands frères, le quartier. Comment est-ce que le modèle que tu défends, qui pour ma part est louable, hein, parce que moi j'aimerais bien, mais comment est-ce qu'il peut tenir? Tes enfants, ils sont dans quel type d'école? Mes enfants sont à l'école Daniel aujourd'hui. Donc école Daniel, c'est une école privée qui fait les classes un peu au-dessus aussi, hein, donc à partir de maternelle jusqu'au lycée. Sur la région. Je m'interroge. Moi, en tout cas, en entendant un peu les différentes choses, j'ai l'impression
qu'il y a du bon dans les deux systèmes, dans le système classique et dans le système individualisé. Et que pour moi, à partir du moment où on n'est que dans l'un ou que dans l'autre, il y a un problème. Parce que dans tous les cas, nos enfants vont des fois devoir s'asseoir, faire des choses qu'ils veulent pas, être évalués au même niveau que tous les autres. Notre société est aussi comme ça, et pour survivre dans notre société, il y a des moments où il faut faire ça. Oui. Même dans l'église, pendant les cultes, les gens sont assis, ils écoutent tous la même chose. Mais je pense pas qu'il faille penser que à l'école Oberlin, les enfants font ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est pas du tout ce qu'on dit en fait. On dit il y a bien un cadre. Dans tous les cas, il y a un cadre à l'enfant. Oui, il a cette option peut-être de choisir. Dans quel ordre il fait les choses, s'il a un plan de travail, s'il veut commencer par les maths, par le français. Il y a un tronc commun. Mais il y a un cadre. Il y a un cadre, il y a un respect. Et ce cadre-là, nous, on a des enfants qui rentrent pas dedans, tu vois, parce que justement, à la maison, les parents sont aussi perdus et qui savent plus mettre de cadre. Donc, et ça, c'est valable. Et souvent, on dit, mais l'enfant qui rentre pas dans le cadre Oberlin, il rentre pas dans. Enfin, je veux dire, le cadre, c'est le cadre, quoi. Tu vois, c'est pas du tout. On n'est pas du tout de dire à Oberlin, il n'y a pas de cadre, pas du tout. Et ce que tu dis, évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant. En maternelle, il a besoin de se déplacer. Son cerveau, il se connecte, il se développe quand il bouge. Et tout ce qu'il fait, il a besoin de bouger. En école primaire, déjà, il bouge déjà beaucoup moins. Par contre, il a besoin de travailler en groupe, il a besoin... Donc, c'est pas de dire, il se lève quand il veut, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, il a un cadre. Et évidemment, quand tu passes au collège, au lycée, je veux dire, il a le temps d'apprendre à rester assis pour le culte. D'ailleurs, ici, au culte, dans les clubs, on leur demande pas non plus de rester assis tout le temps, comme s'ils écoutaient la prédication. Tu vois, c'est une question d'âge aussi. D'accompagnement aussi de leur transition. Exactement. Mais souvent, on pense, Montessori, il n'y a pas de cadre, les enfants font ce qu'ils veulent. C'est pas du tout vrai. C'est bien. Surtout que c'est pas 100% Montessori non plus. De toute façon, mais même quand on parle de pédagogie active ou aujourd'hui, si je prends la classe par exemple des CE, ils ont un permis de circuler, c'est-à-dire que s'ils veulent se lever, il faut qu'ils montrent qu'ils savent bien travailler, qu'ils sont autonomes, et à ce moment-là, ils ont le droit de se lever quand ils ont terminé leur travail. Tu vois, il y a un cadre. C'est pas j'ai envie de me lever, je fais ce que je veux, tu vois. Donc c'est sûr que ce cadre est nécessaire et même là il est difficile parfois à tenir avec certains enfants. Je pense que le défi aujourd'hui, c'est qu'on parlait de parentalité, c'est que il fut un temps où les professeurs, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, les professeurs disaient quelque chose. Ils avaient l'appui des parents. Tu t'en prenais une à la maison, on va dire comme ça. Aujourd'hui, le professeur est suspect. Oui, c'est ça. Mon enfant a dit que... Oui, mais va voir le professeur. C'est quoi C'est ça. Écoute au moins l'autre version. C'est nous, ça. On se bat aujourd'hui, moi, je dirais ce que j'apprécie, par exemple, c'est que nous, on est, les nôtres, ils sont dans l'école Oberlin. Donc, c'est une école où je dirais c'est encore à taille humaine. On peut avoir des échanges avec les professeurs. Moi, quand j'ai eu des incompréhensions ou même des choses où j'étais pas d'accord, même avec ce qui a été fait, je peux le dire, je sais que c'est écouté, c'est entendu, on peut échanger, etc. Mais eux, en contrepartie, je dirais c'est du donnant-donnant. Ils savent que derrière, s'ils disent quelque chose, et c'est ce qui manque comme tu l'as dit, à la maison, pour certains, ils n'ont pas ça. La prof dit quelque chose, toi, tu manipulais ta mère. C'est ça, je veux dire, il y a toute cette dimension-là. En même temps, on dit que c'est l'État qui nous empêche de faire notre rôle de parent aussi, puisqu'il y a des pressions là aussi à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est tout un ensemble. Maintenant, moi, j'aimerais juste revenir sur ça, parce que tu as des enfants qui peut-être ont besoin d'être encore plus cadrés que d'autres. Moi, j'ai l'impression, moi j'en ai un qui est très intelligent, mais vraiment flemmard. Donc je sens qu'il faut que... T'en as un aussi comme ça? Non, il pense au tien. Voilà. mais des fois, c'est de la flemme, c'est de la vraie flemme. Donc il faut que je le cadre, il faut qu'il apprenne ça. On en discute beaucoup en ce moment, c'est le goût de l'effort. Je veux que tu sois fier de toi quand tu fais des efforts. Et je préfère te voir faire des efforts, même si tu te rates, c'est pas grave. Juste tu fais des efforts, tu persévères, tu fais un truc où t'as pas l'envie, mais tu penses que c'est quand même bien pour toi. Ça, c'est génial. Si tu commences à comprendre ça, c'est ton défi. Est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression que je dirais cette individualisation, parce que c'est très individuel, mais là, moi j'en ai 2, c'est facile à le faire, tu vois, pour 2. Mais est-ce que c'est possible dans une école? Est-ce que c'est possible dans une salle de classe où tu as 30 gamins, 40 gamins?
l'école Oberlin, il y a peut-être, je sais pas quels sont les chiffres dans une classe CM en Là, CM. ils sont 12. Donc est-ce que c'est déjà encore faisable ou est-ce Je pense qu'avec les bons outils, c'est l'avantage aussi de faire du multiniveau. Parce que quand on est en multiniveau, on peut justement se baser sur les plus grands qui vont aider les plus petits, sur le fait... Donc ça dépend comment on organise la classe. Pour ceux qui ne connaissent pas multiniveau, donc c'est par exemple CM1, CM2 ensemble. Voilà, voire CP, CE1, CE2. Voilà. Moi, j'ai une classe de CP, CE1, CE2. Ouais. Et c'est vrai que c'est possible, il faut avoir les bons outils. Il y a beaucoup de préparation en amont, il faut être bien formé. Mais c'est possible, on peut aller jusqu'à 20 élèves sans souci. Moi, j'en ai eu 25. Maintenant, pour moi, enfin, c'est surtout l'avantage, c'est de travailler justement aussi le caractère, sans se concentrer sur l'individu, mais travailler aussi justement le social, les relations, le groupe, exactement. Ouais. Ce que tu peux pas faire si tu te concentres, alors déjà, si tu as un seul niveau, de toute façon, tu en as au moins 3 dans la classe, 2 niveaux. La réalité, c'est que c'est un rêve de se dire « Ah, j'ai que des CP ». Ben non, t'as pas que des CP. T'as des CP en retard, t'as des CP normaux, t'as des CP avancés et t'as des CP très avancés. Enfin, je veux dire, t'as au moins 4 niveaux. Donc, si tu veux, entre guillemets, t'adapter à chaque enfant, si t'as qu'un seul niveau, c'est très compliqué. Ouais. Il vaut mieux se dire « Non, je fais vraiment du multiniveau et là, je m'adapte, j'ai des outils pour suivre chaque enfant. Et aussi... ce qu'on fait, alors on parle de Montessori, mais ce qu'on fait aussi en institutionnel, c'est par exemple des compétences en orthographe, c'est affiché dans la classe, donc celui qui sait faire, les autres savent, donc ils peuvent aller demander, tu vois. Et c'est pas seulement là, ils attendent pas la maîtresse, que la maîtresse vienne m'expliquer. Ils peuvent demander à celui qui exactement, sait. Comment t'as fait. Exactement, donc il y a beaucoup d'interactions dans la salle de classe, et moi j'ai vu un enseignant le faire dans le public. Sur un double niveau en institutionnel, et ses élèves étaient hyper autonomes. Il avait une petite école où il était tout seul, dans la campagne, plusieurs villages regroupés, mais il avait une cuisine, il avait des enfants qui faisaient la cuisine tout seul, il en avait d'autres dans l'autre salle, et il les avait vraiment préparés pour qu'ils soient autonomes, quoi. Et c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Donc, est-ce que, tu vois, quand tu regardes aujourd'hui, les adultes, on parle des jeunes adultes, on parle des adolescents, tu vois, même au niveau de la maturité, etc., ils ne sont pas vite encouragés à l'autonomie. Moi, je sais que Sylvia, mon épouse, elle est éducatrice. Elle a été formée vraiment particulièrement Montessori. Donc ça, elle connaît, elle s'est spécialisée là-dedans. Donc elle connaît très bien. Mais un des points pour Sylvia, pour les petits, c'était qu'ils soient autonomes. Tout petit, ils faisaient déjà vraiment plein de trucs. Et quand tu te rends compte aujourd'hui, t'en as certains, ils sont ados, ils savent pas encore changer leur slip, tu vois. J'exagère un peu, mais c'est un bon exemple. Hein. J'exagère un peu, mais je veux dire, on voit aussi quand même une baisse de la maturité, de l'autonomie. Est-ce que ça peut être lié au format dans lequel on les met aussi, puisqu'on leur dit peut-être des fois juste d'appliquer bêtement la chose. Pour moi, tricher, par exemple, moi j'ai triché à plusieurs devoirs à l'époque. Mais si. Tu t'es repenti Ouais, une fois que j'avais mes notes, selon mais pour moi, c'est que tu n'as pas compris quel est le but, en fait. Si tu triches pour un examen, c'est que tu n'as pas compris quel est le but, tu n'as pas compris quel est l'intérêt derrière de l'examen en soi. Ben moi, tu vois, je vous disais tout à l'heure, j'étais très scolaire, donc j'avais des bonnes notes. Mais je trouve que le système dans lequel moi j'étais, je pouvais facilement réussir. Toi, tu étais dans le public. Ouais, dans le public, classique. Mais par exemple, arriver en école de commerce, tout ça, c'est beaucoup d'oral, beaucoup de... Eh ben, on n'était pas tellement préparés à ça, les exposés, le travail en groupe, et selon ton caractère, tu y arrives plus ou moins bien. Et je trouve que ce que tu dis là, le fait d'aller vers l'autre, de les faire travailler en groupe et tout, ça autonomise aussi et ça te prépare dans ta maturité, dans une certaine maturité. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. Donc, si peut-être plus tôt, j'avais appris à parler devant ma classe et à être encouragée dans ça, dans un bon cadre, ça aurait été... Bon, ça n'a pas été la catastrophe, mais c'est pour dire... je pense le système scolaire classique, en tout cas de mon époque, tu pouvais le traverser facilement
sans forcément acquérir, c'est ça, ce côté j'y vais, j'ose y aller. Tu avais les compétences, mais non le caractère. Et tu disais tout à l'heure l'école doit aussi forger le caractère. Et c'est pour moi, mais je sais que pour chacun d'entre nous, ce qui m'a motivé à dire non, mais on met de l'argent pour mettre dans une école privée, c'est les valeurs derrière. Ah, bah, complètement. Aujourd'hui, moi j'ai fait tout dans le public et honnêtement, j'ai reçu des très très mauvaises choses à cause de l'école publique, en termes de valeurs et de choses que j'ai reçues là-bas, que j'ai traîné longtemps. Mais aujourd'hui, c'est tellement dans l'extrême, quand on voit ce qui est transmis en termes de valeurs dans le public, c'est que s'il y a le choix, moi je réfléchis pas 15 ans. Hein. Et moi, je disais ça cette semaine, je sais plus à qui, mais j'ai dit pour moi, aujourd'hui, l'école chrétienne, c'est un refuge. Enfin, moi, je sais mes enfants en sécurité, dans un cadre où en fait, on va pas leur enseigner l'inverse de ce que je leur dis à la maison, ou leur transmettre même d'une autre manière que par le cours, quoi. Et on est en train de les rendre solides ensuite dans leur pour identité, affronter le monde. Ouais, c'est ça. Parce que ça, tu l'as pas dit, mais par exemple, vous enseignez le créationnisme, mais vous ouvrez aussi à. Mais on parle aussi il y en a qui pensent à l'évolution, etc. L'évolutionnisme, c'est pas on les enferme dans une seule chose. J'ai envie de dire que dans le public, on fait ça. Par contre, on nous enferme que dans une seule chose. J'aimerais qu'on termine juste sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Quel est ton avis sur ça ? On a parlé de la parentalité et du côté aussi où très vite maintenant il faut identifier. On voit qu'il y a de plus en plus d'enfants les dyslexiques, les dysorthographiques, etc. Alors quel est ton avis là-dessus ? Je sais que ça peut faire débat, mais qu'est-ce que tu en penses toi ? Claude disait tout à l'heure, mais ça sert à rien de tout de suite repérer ou. C'est un sujet difficile, hein, et souvent j'en discute avec Jérémy, qui est le président de l'école, le pasteur des enfants ici. Quelle est la part de la spécificité de l'enfant, du trouble, et quelle est la part de l'éducatif ? Quelle est la part des dysfonctionnements à la maison ? C'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat, et c'est vrai que je vois des parents se réfugier derrière le trouble. Un diagnostic, pour tout excuser. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. Par contre, d'un autre côté, je trouve que c'est beau. Moi, j'aime cette idée de spécificité. J'aime comprendre les choses. J'aime avoir du sens. Donc, des fois, même moi, je me dis, il faudrait peut-être que je me fasse diagnostiquer. Je sais que j'ai une manière de fonctionner, de comprendre. Voilà. Mais donc j'aime cette idée, tu vois. Mais c'est vrai que le pendant, c'est dangereux si derrière les parents se remettent pas en question, sont pas prêts aussi à faire leur part, de se dire ok, il a de connaître à la fois les points forts de l'enfant, les points à travailler, mais de pas se réfugier, et pas que ce soit pas une excuse. Moi, aujourd'hui, on va loin, on va parler de troubles de l'opposition. Moi, j'ai envie de dire, c'est juste qu'on lui a pas appris à obéir, quoi. C'est juste voilà. Donc, mais c'est. Vous voulez un diagnostic, ils vous le donneront. Et ce qui est triste, c'est que moi, j'ai eu le cas d'un enfant qui a eu, la maman a voulu faire tous les diagnostics, et pour moi, le trouble, il était dans la relation entre la mère et l'enfant. Et quand elle a commencé les diagnostics, je me suis dit génial, ils vont traiter ce trou, enfin ce dysfonctionnement. Exactement, c'était pas grand chose, mais c'est vrai que la maman, après. Un aspect aussi, c'est que les parents, on les enfants plus tard aussi. Du coup, les enfants, on les a attendus, on a tout préparé pour eux, et résultat, on a tellement d'attentes aussi. J'ai l'impression qu'il y a presque une hyper-parentalité, tu vois. Exactement. Tu as défini le terme. Et du coup, cette maman-là, malheureusement, ils n'ont absolument pas traité la relation mère-fils, quoi. Ils se sont contentés de diagnostiquer. Ça devient médical. Le diagnostic, d'abord, est médical. Quand on dit médical, psychologique ou psychiatrique. Alors, quand c'est psychologique, c'est pas forcément médical, mais c'est plus des profils. Moi, ce qui m'embête, par exemple, c'est je veux surtout pas mon enfant. J'ai pas besoin. Si ça peut aider, par exemple, si maintenant dans le cadre de la communauté, du groupe, pour aider une maîtresse, etc., à comprendre quelque chose, si ça peut aider, pas de souci. Mais pour moi personnellement, j'en ai 2 et je les connais. J'ai pas besoin d'avoir un nom dessus. Si ça peut aider l'ensemble, ça me va, ça me dérange pas, mais je veux surtout pas
qu'il ait le étiquette. sentiment d'être dans une boîte. C'est surtout. Et ça, je pense que c'est vraiment, il faut des parents. Si des parents vont faire, par exemple, diagnostiquer leur enfant, parce que là, on a parlé des 10, etc., mais on peut parler, par exemple, des HP, des TDAH. Et on a fait d'ailleurs une émission très, très intéressante sur ça avec Sophie Guillaume, où j'ai repris un peu tous ces termes-là et décrypté un peu. Mais si les parents n'ont pas cette sagesse-là, mais vraiment, on enferme, on met, et je vais le dire comme ça, c'est un peu trivial comme ça, mais c'est comme ça que je le vis, c'est on fout une pression à l'enfant, vraiment, et ça lui met une pression. Et plus que ça, une malédiction, parce que tu nommes quelque chose qui n'est pas forcément vrai, et tu l'enfermes dans quelque chose qui... Bah, je parlerais... Alors bon, moi je mettrais pas ce terme-là à cet endroit-là. Quand on parle d'un profil psychologique, par exemple, quelqu'un qui a un haut potentiel, ce qui existe, ça existe des gens... Oui, mais quand quelqu'un l'a vraiment, mais j'ai peur que beaucoup ne l'ont pas et on lui mais ce qui pose la question, alors là on remet même en question le médecin, on remet en question le psy, et il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins, hein, il y a des bons psys, il y a des mauvais psys. Donc c'est justement d'où le fait que les parents, pour moi, on se doit d'être éveillés, sensibles, connaître un minimum, mais aussi pas juste dire il y a eu telle chose, il est 10, je sais pas quoi, il est TDAH. Et ça excuse tout. Et c'est bon, quoi. Et les amis, nous venons d'une génération où vous pensez qu'il n'y avait pas de troubles. Et j'en vois encore quelques-uns sur la table qui les développent. Maintenant... Quelques-uns. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas... Tu vois, Rachel, quand tu dis « j'aimerais bien me... » Mais on n'a pas cherché. Je veux dire, on a trouvé des forces de résilience qui nous ont emmenés à dépasser nos troubles, à passer à travers nos traumas et à trouver d'autres repères, d'autres béquilles. Moi, je vois mes enfants. Par exemple, mon premier fils, il avait clairement des grosses difficultés à l'école. Dans une école chrétienne, à petits effectifs. Famille, hein, et on l'a vraiment depuis, il s'ennuyait à l'école, c'était hyper compliqué, et on a fini par faire des tests. Et en fait, pour lui, ça a été salutaire parce que d'un coup, alors il n'était pas franchement HP, donc c'est vrai qu'il n'a pas eu le titre, etc. Mais d'un coup, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des domaines dans lesquels il est plus avancé que les autres. Mais ça lui a fait une révélation, en fait. Il s'est dit, mais en fait, dans ma classe, ceux qui sont lents, ils ne font pas exprès. C'est-à-dire que lui, dans sa tête d'enfant, il faisait exprès d'aller lentement pour embêter tout le monde. Et lui, il s'ennuyait et il devenait fou, en fait. Et tu vois, à partir du moment où il a compris que non, en fait, c'est lui qui a des capacités dans certains domaines et elle lui a très bien expliqué, c'est là où il avait un bon professionnel, de dire, mais regarde, tu as plein d'autres choses à développer, à travailler. Regarde ton relationnel, regarde ta relation avec les autres, et ça, c'était super intéressant. Mais il en est sorti vraiment grandi, parce que d'un coup, il a compris comment lui, il fonctionnait. Et je pense quand même que le fait d'apprendre à nos enfants comment ils fonctionnent, ça peut être ça les aide. Enfin, tout le défi, c'est pas trop tôt, si c'est nécessaire. Moi, je peux dire que dans le faire tout le temps et à tous les enfants, parce que tous les enfants. Je l'ai fait une fois. D'ailleurs, les autres en ont pas eu besoin. Tu vois, c'est le seul dans mes 4 enfants. On les connaît bien, pourtant. On les connaît. Mais tu vois, pour le coup, moi, je peux le dire. C'est dans le cas de ma maladie que j'ai été diagnostiqué hypersensible. Eh ben, je t'assure que le fait d'avoir quelqu'un qui me mette des mots sur ça, ça m'a aidé. Ben, sincèrement, on aurait pu te le dire. Personne ne me l'a dit. Tu ne l'as pas demandé. À l'époque... mais ce que je veux dire... On voulait te protéger. Non, mais ce que je veux dire... Non, je suis pas d'accord, Claude. Il y a des bons professionnels. Oui, désolé, je suis un peu dans la boutade, dans des sujets sérieux. Désolé. Non, mais je pense qu'il faut pas qu'on aille ni dans trop une extrême, d'un côté, ni dans l'autre. Mais pour moi, c'est tout le défi d'une société où on est hyper individualiste, y compris pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on les rend, ils sont uniques, mais on a tous été faits à l'image d'un seul Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension où c'est très large quand même aussi. Essayer de les amener à... Moi, je ne sais pas si je le ferais avec... Je serais très attentif. Pour le coup, là, je serais très, très vigilant. Qui est-ce qu'il voit comment ça se passe? Qu'est-ce que ça crée chez lui? Comment je l'accompagne? Parce que j'en ai vu certains où ça les a soit ils touchaient plus le sol tellement ils étaient HP, mais tu savais pas trop où ils l'étaient, ou TDAH, ça excusait tout. Ils avaient juste un sale caractère, certains, et c'était pas. Mais c'est juste bien doser la chose. C'est compliqué dans notre contexte à nous, où effectivement, tu as des très mauvais, des très bons, mais parce qu'aujourd'hui, tu as plein de psys, ils n'ont même pas été formés en France.
Aujourd'hui, tu as plein de psys qui sont psys, excusez-moi pour certains psys, mais c'est des psys au rabais. Ils viennent d'autres pays avec des études beaucoup plus basses et qui viennent parce que nous, on en manque, hein, tout Je simplement. suis pas sûr que ce soit individuel, je pense que c'est réellement un système. Mais on est dans un contexte où on pousse ça. Parce que les enfants, on a parlé justement on a parlé d'enfants rois. On a parlé d'enfants où il faut que... J'en ai qu'un, donc mon fils, il ne peut pas se planter. Ouais. Il faut qu'il soit exceptionnel. Moi si je peux quand même donner un autre équilibre, parce que je pense qu'on a les deux extrêmes, c'est qu'on a l'hyperparentalité et beaucoup de parents qui négligent leurs enfants. C'est vrai. C'est-à-dire beaucoup de pères absents, beaucoup de parents absents. Et moi, je vois, en tout cas, les deux extrêmes, je dirais, être de plus en plus présents. Ouais. Je suis pas sûr qu'on est que dans l'hyperparentalité. Je vois aussi des parents hyper absents. Et pour moi, ce genre de discussion, ça crée un peu un sentiment de dire, purée, il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre entre les deux. Effectivement, d'un côté, peut-être il y a besoin un jour de faire des tests, mais peut-être pas du tout parce qu'il ne faut pas lui mettre l'étiquette. Il a parlé d'équilibre. Ouais, en tout cas, je pense que c'est un vrai enjeu et que heureusement qu'on a Dieu pour nous aider. Amen. Et que c'est là où il y a 30 ans, un enfant de 8 ans, il avait son périmètre d'autonomie, c'était 2,5 km. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, c'est quoi son périmètre d'autonomie ? Déjà, il peut sortir de la maison, c'est extraordinaire. Parce qu'on est... Alors oui, il y a des... aussi un peu. Oui, il y a des dangers. Ça dépend des quartiers. On est d'accord. Oui, il y a des dangers. Mais Joy, nous, on a commencé à aller... Joy, on a commencé à aller en école primaire tout seul. Oui, à 6 ans, c'est sûr. On finissait la maternelle, on y allait à pied tout seul. Aujourd'hui, tu la laisses pas aller tout seul dans le parc. Et il y a des vrais dangers, on est d'accord. Mais de l'autre côté... Mais de l'autre côté, il y a une surprotection aussi. Il y a vraiment des deux. Moi, j'ai l'impression qu'on tend vraiment vers soit de l'abandon, mais ça, c'est lié au divorce, c'est lié à plein de choses. Mais les parents qui sont là, tu l'as très bien dit, il y a une stat aujourd'hui, les millennials, les hommes se marient à 37,5 ans. Et les femmes ? Les femmes, 35. Elles se marient. Donc, je me suis marié plus tôt que les stats. Ouais, moi, alors pour les chrétiens, normalement, la stat, elle est beaucoup plus basse. 36 ans. Mais là, à ce moment-là, tu fais un enfant, t'as pas le droit de te planter. T'en as un et il faut que ça fonctionne, il faut qu'il réussisse, Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans ces excès-là. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu as dit, les écoles, parce qu'on tend vraiment doucement vers la fin. Mais depuis tout à l'heure, j'essaye de dire. D'accord, mais on va t'écouter. Mais les écoles chrétiennes, c'est des bouffées d'oxygène pour qu'ils puissent affronter ce monde-là derrière. Ouais, c'est ça. Mais la parentalité, ça change. Une école chrétienne avec une mauvaise parentalité derrière, ça change rien du tout. Ou une parentalité déséquilibrée. C'est juste. Non, c'était juste par rapport aux histoires de tests, etc. Se dire en faire quand derrière, on sait que si potentiellement il y a un vrai trouble ou un vrai diagnostic, que derrière, on peut en faire quelque chose. Tu vois, que l'école peut s'adapter, que l'école peut mettre en place quelque chose. Parce que le faire trop tôt pour que derrière, il n'y ait rien qui finalement soit mis en place, c'est coller une étiquette à l'enfant un peu pour rien. Quoi. Et surtout, toujours se poser des questions. S'il ne dort pas, peut-être. S'il ne se lève pas, s'il ne mange pas assez, peut-être. En fait, on est tout le temps dans une hantise de... elle n'a pas mangé pendant toute la journée. Et j'appelle le médecin le soir. Je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Après, moi, j'en ai un qui ne dort pas depuis 2 ans. J'aimerais bien avoir une réponse quand même. Tu vois. Je pense qu'à partir de 2 ans, tu peux vraiment commencer à chercher une bonne réponse. Il y a des moments. Mais tu vois, les tests, honnêtement, pour moi, les tests, pour des parents, juste dans le cadre de la parentalité, si tu as 2-3 gamins, tu les connais et tu n'en as pas besoin. T'as pas besoin il a un trouble de l'attention, mais ça te sert à quoi tu le prends en compte, tu l'aimes, tu t'adaptes à lui. Moi, je m'adapte à chacun de mes enfants dans l'école. C'est plutôt dans le cadre de l'école qu'on en a besoin. Là, je peux entendre, tu vois, un sens. Dans le cadre de l'école, on en a besoin ensemble, pour savoir justement comment mieux ajuster, comment faire pour l'aider à mieux apprendre. Et dans le cadre du groupe, je peux l'entendre, tu vois. Dans le cadre du groupe, ça aide la maîtresse, le professeur à prendre en compte. Après, l'individualisme, nous, on essaye, enfin moi, dans ma classe, je travaillais beaucoup pour dire, il est différent de toi, il a des capacités dans un sens
que toi, tu n'as pas, mais toi, tu en as d'autres, mais elles sont pour le service, quoi. Ça, c'est aussi la vision chrétienne. C'est-à-dire, si tu as une cacatu que tu n'es reçu, si tu l'as, tu dois l'utiliser. Et donc, c'est aussi l'école, le lieu où tu apprends. Et si tu as une intelligence qui fonctionne mieux, remercie le Seigneur, mais il faut que tu l'utilises bien. Il y a une responsabilité avec le don que Dieu t'a fait. Donc, et en même temps, l'enfant qui est différent, c'est aussi un cadeau pour la classe. Parce que justement, montre-lui, tu peux lui montrer comment faire bien, tu comprends mieux pourquoi est-ce qu'on pense. C'est ça aussi, s'aimer les uns les autres, quoi. Donc c'est pas toujours négatif d'apprendre à bien se connaître et à mieux parler. Parce que tu vois ce que tu disais par rapport à Ben, le fait, on aurait pu te le dire, mais des fois, il y a des cadres où ça se dit pas. Tu vois, aujourd'hui, le fait qu'on diagnostique, qu'on en parle plus, au moins, ça libère quand même la parole et le fait qu'on peut... le fait que moi, je peux le dire à plein de gens maintenant. Je peux les accompagner dedans. C'est juste. Rachel, merci. C'était très intéressant, je trouve, pour un sujet qui parle comme un livre, c'est incroyable. Ah oui. Elle a révisé. Elle parle comme une directrice. C'est très agréable. Rachel, est-ce que tu veux bien prier pour terminer? Avec plaisir. Puis après, on va se dire au revoir. Seigneur, je te bénis pour cette belle émission. Je te bénis pour ce sujet qui est si sensible, mais qui est, je crois, sur ton cœur, parce que tu aimes les familles. Et tu veux bénir toutes les familles de la terre. Et on a besoin de toi. Tu vois toutes les questions qu'on a, où mettre le curseur, comment faire déjà pour nos propres vies, pour nos propres familles, mais aussi pour les familles de l'Église, mais je pense même aux familles qu'on rencontre autour de nous, celles qui ne te connaissent pas encore. Et on voudrait tellement pouvoir les aider, tellement pouvoir être aussi un modèle pour eux. Et on se sent juste tellement incapable. Mais Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Vraiment, merci pour ta grâce. Et je prie que tu poses ta main sur les familles, sur nos familles, sur les familles de l'Église, et qu'on puisse continuer cette œuvre et qu'on puisse que tu puisses aussi susciter les bons professionnels, comme on en parlait, qui vont être équilibrés, qui vont être vraiment des aides, qui vont prendre en compte la dimension des relations, de la famille. Et Seigneur, suscite peut-être des gens qui vont se former dans ces domaines-là, et des gens qui te connaissent, qui ont la crainte de ton nom. Et Seigneur, bénis encore cette émission, Ben, et tout le travail qu'ils font. Merci Seigneur. Et toute l'équipe des techniciens, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore Rachel, merci Thib, Joy, Claude, merci. Tu n'as pas regardé au bon moment les bonnes personnes. Tu m'appelais Thibaut. Aujourd'hui, tu sais. Les amis, merci à vous pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être que vous n'êtes pas parents, peut-être que vous êtes tonton, tata. Ça peut vous concerner dans votre manière d'approcher les nièces et neveux. Ça peut être intéressant. Les grands-parents, c'est très intéressant d'entendre cette émission aussi. Vous avez votre rôle à jouer. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.